Est-ce que tu connais la meilleure manière de foutre le bordel dans un dîner de famille? Normalement, en commentaire, tu devrais me dire la politique. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, t'auras toujours quelqu'un qui sera pas d'accord avec toi et qui va vouloir que tu changes d'avis. Et ça sera pareil dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, seconde question. Est-ce que tu connais la meilleure façon de faire péter un plomb à des fans de F1, toutes générations confondues? Eh bien, parler de leur champion, bien sûr. Parce que quoi que tu dises et les arguments que tu leur mets en face, t'auras jamais raison face à une chose, la passion. Alors, ayant appris de mes erreurs lors de la première vidéo de Verstappen versus Senna, je me suis dit, et si aujourd'hui je faisais mieux en refaisant une seconde vidéo, mais cette fois avec Hamilton et Schumacher? Attention, calmez-vous, je vois déjà que vous êtes prêts, je suis toujours au courant que comparer des générations ensemble, ce n'est pas possible. Ah! Mais s'il vous plaît, faites un effort, allez plus loin que l'intro. Vous avez déjà été plus loin que le titre et la miniature, alors vous arrêtez pas en si bon chemin. Maintenant que ça c'est dit, petit topo. Michael Schumacher, El Famoso Baron Rouge. Pourquoi j'ai mis espagnol là, je sais pas. Normalement, si vous aimez un peu la vitesse, vous savez qui c'est. Donc pour ceux qui aiment pas le ski. Putain, il nous respecte pas, y a rien à faire, hein. Pas sûr que je vais la garder celle-là. Ce monsieur est devenu une légende en Formule 1 de 1991 à 2012 avec une petite retraite au milieu. Avec un bilan de 7 championnats du monde au compteur tout de même. Mais justement, 7 championnats du monde, c'est aussi ce qu'a remporté un certain Lewis Hamilton depuis 2007. C'est donc basiquement ce qui m'a motivé à faire cette vidéo basée sur les champions qui ont clairement laissé leur empreinte dans ce sport qu'on aime tant. Mais donc revenons à nos moutons. Qui pourrait être le meilleur pilote entre ces deux-là? Eh ben c'est impossible, voilà. Ben non, watch time, hein, on va trouver quand même une solution. Il faut juste changer sa façon de voir les choses. Plutôt que de parler de performance, où chacun n'a que la bave aux lèvres pour défendre son champion en disant ouais mais si on les mettait dans la même voiture machin. Non, ça c'est nul. C'est vraiment une idée qui ne sert à rien et je suis d'accord quand on dit que ce n'est pas possible. Parce que y a rien de comparable entre leurs époques. Et justement parce qu'au fond, ce qui fait d'un pilote une légende, c'est pas juste le nombre de trophées qu'il aligne dans son salon. C'est ce qu'on retient de lui, ce qu'il a changé dans le sport et l'impact qu'il a eu sur sa génération. Et là, croyez-moi, ces deux-là, il y a du lourd. Alors si toi aussi tu veux aller plus loin que les chiffres, les chronos, voir ce que ces deux titans de la F1 ont vraiment laissé derrière eux, donc même encore aujourd'hui en fait, mets ton casque, c'est parti. Pour commencer, avant que ces deux messieurs deviennent des légendes qui divisent les dîners de famille des fans de F1, il faut quand même parler d'où ils viennent ces deux-là, au cas où vous auriez fait une très longue sieste pendant plus de 20 ans, ou que vous soyez tout simplement nouveau dans ce milieu, et encore une fois c'est pas bien grave. Parce que oui, même les titans ont commencé quelque part, et là franchement, leur début, c'est déjà en fait un bon résumé de leur carrière, complètement à l'opposé. D'un côté on a Michael Schumacher, le mec débarque en F1 en 1991 chez Jordan, oui je sais, meilleur nom d'écurie. Bref, et là, anecdote de fou, comment il arrive dans son baquet? Il profite du fait que le pilote de cette écurie, Bertrand Gachot, se retrouve en prison pour avoir aspergé un chauffeur de taxi à Londres. Comme quoi, des fois, une carrière, ça tient qu'à une bombe de lacrymo. Et donc, Mercedes va convaincre l'écurie de Jordan de le prendre pour le remplacer. Et voilà, c'est fait. Il arrive donc à Spa, un des circuits les plus durs du monde, et au KLM, il va mettre en qualif une demi-seconde à son équipier. Ce qui fait dire à tout le monde, ok, ce gars, il est pas là pour rigoler. Résultat, il en fallait pas moins pour se faire remarquer par un certain Flavio Briatore chez Benetton. Et ça, juste après une course. Oui, une course. I wouldn't sign a contract which is not good for me, and I got a contract from Benetton which was good for me. Et il est déjà passé dans une meilleure équipe. Autre petit fait intéressant, c'est qu'il a cassé tous les espoirs de Mercedes qu'il voulait justement pour leur retour en F1. Est-ce que t'imagines le niveau de talent qu'il fallait pour ça? Et chez Benetton, c'est là que la légende commence à se construire. En 1992, il gagne sa première course à Spa. Encore là, ce circuit, c'est sa maison quoi. Et ensuite, il va devenir une machine. En 1994, il décroche son premier titre avec 8 victoires en 16 courses. C'est un vrai record à l'époque, hein. En 1995, il enfonce le clou avec un deuxième titre consécutif, cette fois avec 9 victoires. Quoi de mieux donc que de défoncer ses propres records? Et bien sûr, tout ça face à des pilotes dont on se rappelle que très peu, hein, au final. Damon Hill, Nigel Mansell, David Coulthard, il a su de suite se faire remarquer. En 4 saisons chez Benetton, il va gagner 19 courses. Et de ce fait, il va poser les bases de ce qui va devenir plus tard une écrasante domination chez Ferrari. Et c'est ça qui est fascinant. Schumacher, c'est le mec qui prend une écurie, qui la pousse à bout et en fait une machine de guerre. Et après il s'en va, mais on y reviendra. Déjà à cette époque, il était impliqué dans tout.
les stratégies, le développement de la voiture, limite même les sandwichs au paddock, c'était lui qui décidait de la garniture. Et puis de l'autre côté, on a Lewis Hamilton. Et là, c'est un autre délire. Lui, il arrive en F1 en 2007 chez McLaren. Et McLaren, à l'époque, c'est pas une petite équipe qui galère à payer ses pneus. Non, c'est une des meilleures. Même si 2007, c'est peut-être pas l'année qu'ils ont envie de se rappeler forcément. Faudrait sûrement revenir un petit peu en détail sur ces petits filous dans une prochaine vidéo si vous le désirez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Bref, la question c'est pourquoi il est là Lewis? Parce que Ron Dennis, le boss de McLaren, il l'a repéré quand il avait 9 ans et il lui a dit « Toi mon gars, un jour tu piloteras pour nous ». Et c'est ce qu'il a fait. Quand tu penses que parfois, nous, on se pose la question de savoir ce que c'est vraiment quelqu'un de parole, bon bah là je crois qu'on peut dire qu'on est plutôt pas mal. Mais ce qui est dingue, c'est que quand il arrive, dès sa première saison, il met tout le monde d'accord. Ce mec va se battre direct pour le titre, notamment contre Fernando Alonso, qui est double champion du monde en titre à ce moment-là. Et il manque de gagner le championnat à 1 point près. 1 point. Qui fait ça dès sa première saison? Sérieusement, qui? Et bien sûr, comme il avait bien le seum, il prendra sa revanche l'année d'après en devenant champion du monde avec, la même chose, 1 point d'écart avec le second, Felipe Massa. Et cette saison, littéralement, c'est un film. Encore une fois, si tu veux plus de détails, les commentaires sont faits pour ça. Bon, du coup, voilà, dès leur début, on remarque déjà 2 styles. Schumacher, le gars qui construit sa légende en partant d'une équipe moyenne et en la transformant en machine à gagner, et Hamilton, le mec qui arrive dans une top team et qui montre direct qu'il peut se battre avec les meilleurs. Mais surtout, le plus important à retenir, c'est que ces débuts, en fait, ils ont tout le temps mis tout le monde d'accord. Les fans, les experts et même les haters. Parce que oui, il y en avait déjà. Sinon c'est pas drôle, on le sait tous. Bref, on allait arriver dans des chapitres d'histoire qui allaient marquer à jamais la F1. Maintenant qu'on sait comment ils sont arrivés en F1, parlons de la période qui les a rendus légendaires, la domination. Parce que oui, ces deux-là, ils ont pas juste gagné des courses, ils ont fait de leur époque littéralement un cauchemar pour les autres pilotes. À chaque départ, c'était ok, bon bah, qui va finir derrière eux aujourd'hui? On va commencer par Michael Schumacher. Sa période de gloire, c'est Ferrari dans les années 2000. Et là, on parle pas juste d'un petit pic de performance, non, le mec a dominé de 2000 à 2004 comme si c'était une formalité. 5 titres d'affilée. Pendant cette période, il gagne 48 courses sur 85. Et pour ceux qui sont vraiment nuls en maths, ça veut dire que sur 2 courses, il y a plus d'une fois où il sera sur le podium. C'est vrai que la stat était pas compliquée à faire, mais je t'assure que quand je vois certains commentaires, je préfère le dire maintenant. Et c'est ce qui rendait ça encore plus impressionnant. C'était pas juste sa vitesse, c'était son intelligence de course, sa capacité à gérer les pneus et à jouer avec les stratégies en étant un petit filou. En même temps, on peut dire qu'il a été à bonne école. Merci Flavio. Et tout ça au sein de Ferrari, une machine parfaitement rodée qu'il a aidé à construire. Mais bon, soyons honnêtes, quand t'étais fan d'un autre pilote à l'époque, t'étais en PLS. Schumacher, il laissait rien à personne. Et d'ailleurs, c'est là qu'on remarque ce schéma. Pour ceux qui n'étaient pas fans de la Formule 1 et qui regardaient pas tout le temps, leur phrase c'était ouais bah non, la F1 de toute façon c'est chiant, c'est tout le temps Schumacher qui gagne. Et en vrai, c'est un comportement qu'on remarque souvent. Un champion, on est content de le voir arriver prendre la première place, mais une fois que c'est fait, et rapidement les gens ils ont qu'une envie, c'est de le voir échouer. C'est triste, mais si tu regardes dans toutes les dominations, ça a toujours été comme ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, passons à Lewis Hamilton. Sa période de domination à lui, c'est l'ère Mercedes. Alors certains diront que c'était tout dans la voiture, que maintenant tout est électronique, machin, etc. Ouais, mais bon, faut pas déconner non plus. Oui, ok, Mercedes a été ultra dominante entre 2014 et 2021, mais ce qui est fou, c'est que Lewis, il a aussi su capitaliser à fond là-dessus. 7 titres au total, dont 6 avec Mercedes. Et là aussi, les chiffres, ils sont dingues. Entre 2014 et 2020, il va gagner 74 courses sur 138. Donc oui, pour lui aussi, une course sur 2, il se retrouve sur le podium. Et d'ailleurs, si tu as des doutes sur sa façon de piloter, tu prends un abonnement à F1 TV avec un VPN, parce que c'est compliqué d'avoir les archives aujourd'hui sinon, et tu vas mater Silverstone 2008. Une masterclass. Et c'est ce qui impressionne avec Hamilton, c'est sa constance. Même dans une voiture légèrement inférieure, il est là, il se bat. Même si parfois, bon, que ce soit en course ou dans d'autres situations, il aime bien râler. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est sa radio. Mais voilà, ce qui est tout aussi fascinant, c'est que leur domination, elles ont suscité des émotions totalement différentes. Avec Schumacher, c'était soit tu l'adorais, soit tu le détestais, parce que il avait cette espèce de côté impitoyable. Il écrasait tout, et forcément, si t'étais pas de son côté, et toi t'avais envie de casser ta télé. Hamilton, lui, c'est différent. Certains l'admirent pour son style, son élégance en piste, et les autres, ils disaient que c'était trop facile avec Mercedes. Mais dans les deux cas, ils ont marqué leur époque d'une manière unique. Alors,
que tu sois team Schumacher ou team Hamilton, ce qu'on peut pas nier, c'est que pendant leurs années de domination, ils étaient imbattables et ça laisse une trace, que t'es fan ou pas. Maintenant qu'on a parlé de leur moment de gloire, il est temps d'entrer dans ce que j'appelle le côté obscur des légendes. Parce que oui, être un champion, c'est bien, mais être humain, c'est encore plus intéressant. Et ces deux-là, niveau clash et controverse, ils nous ont servi à un buffet à volonté. Et c'est aussi cette partie qui est souvent la plus dure à accepter pour les fans, parce que on a souvent tendance à idéaliser nos idoles, alors que parfois ce sont des petits chenapans, et il faut l'accepter aussi, parce qu'en fait c'est souvent la rançon du succès. Si tu veux être un champion, être talentueux, ça suffit pas, il faut tout donner. Et à ce niveau, la corde, c'est facile de la dépasser en fait. Et forcément, il y a des gens qui sont pas contents. Commençons avec Schumacher, parce que franchement, lui, c'est un petit garnement. C'était pas juste un bon pilote, un excellent pilote même, c'était un stratège, et parfois un peu trop. Tu veux un exemple? Adélaïde 94. Dernière course de la saison, il est en tête du championnat face à Damon Hill. Et là, bim, il se loupe, il tape le mur. Mais tu sais ce qu'il fait ensuite? Il percute Hill délibérément pour s'assurer que si lui finit pas la course, Hill non plus. Résultat, il finit champion du monde, mais à quel prix pour son image? Et c'est pas fini, c'est pas un incident unique. 2 saisons plus tard, Jerez 97 rebelote. Cette fois, c'est avec Jacques Villeneuve. Il tente de l'envoyer dans le décor, le problème c'est qu'il se rate. Et bon, faut pas déconner, là tout le monde l'a vu et ils savent à quoi il joue. Et qu'est-ce que ça va donner? Il va se faire disqualifier du championnat. Oui, au bout d'un moment, être un filou, ça peut pas marcher à tous les coups. Et puis il y a aussi par exemple Monaco 2006, ce moment magique où Schumacher, il va se mettre en travers de la piste, comme si peut-être il s'était craché, on sait pas, juste pour empêcher Alonso d'améliorer son temps. Sérieusement, ce scénar c'était digne d'un mauvais film qu'on voit à la télé quoi. Mais voilà, c'était ça Schumacher, un mec prêt à tout pour gagner. Certains disent que c'était du génie, d'autres, ils avaient juste envie de le gifler. Mais au final, le résultat, ce qu'on peut dire, c'est qu'il était là. Et du côté d'Hamilton, il était pas tout blanc non plus. Déjà, dès sa première saison en 2007, c'était le clash total avec Fernando Alonso chez McLaren. Les deux pilotes, ils se détestent à cause d'un gros conflit d'ego. Et pour pimenter le tout, l'équipe elle gère ça comme des enfants de 3 ans dans la cour de récré qui ont des choses à cacher sous leur lit. Résultat, tout part en couille avec un truc énorme qui se débarque, le Spygate. Pour la faire courte, McLaren sont accusés d'avoir volé des données confidentielles de Ferrari. Le problème, c'est que celui qui fera tomber la défense de McLaren, qui était « on a eu les dossiers mais on s'en est pas servi donc ça va », et justement, c'est Alonso qui avait le seum à ce moment-là. Et l'équipe va se prendre une amende record de 100 millions de dollars. Combien? Oui. 100 millions. Plus récemment, on a eu Hamilton versus Verstappen en 2021 à Silverstone. À la première moitié de la saison, Hamilton tente un dépassement agressif, touche Verstappen et l'envoie directement dans le mur à 51 G. Là, les fans, ils vont être divisés en 2 camps. Ceux qui disent « ouais, bravo, ça c'est un champion » et ceux qui voulaient lui retirer sa licence sur le champ. Bref, en tout cas, la guerre, elle était déclarée et la tête d'Hamilton, elle était en mode « on cherche une récompense ». Mais là où Hamilton est différent de Schumacher, c'est qu'il attire aussi les critiques pour son style de vie. Ses fans, ils l'adorent pour sa personnalité engagée, alors que d'autres vont le trouver trop bling bling. Entre eux, ses collaborations avec des marques de luxe, ses posts Insta en mode influenceur, en gros, c'est soit tu l'adores, soit tu le trouves insupportable. Et je pense que c'est une affaire de génération, ça aussi. Mais dans les deux cas, il fait parler de lui. Et ça, c'est aussi le sport auto actuel, où l'image est tout aussi importante que ton pilotage. L'avantage aujourd'hui, c'est que tu peux plus facilement passer tes messages et montrer tes valeurs. Maintenant, c'est sûr que ça correspondra pas à tout le monde. Et ça, il faut en avoir conscience. Bien sûr, là je t'ai parlé des clashs et des controverses, mais si on veut vraiment tout couvrir, on peut pas oublier ces moments où ils ont fait grincer des dents et aussi ceux de leurs propres fans. Parce que même les plus grandes légendes ont parfois brisé des cœurs. Schumacher d'abord. Alors lui, c'est quand il quitte Benetton. Après ses 2 titres en 94 et en 95 pour aller chez Ferrari, là ça a été un choc. Benetton, c'était l'équipe qui l'avait emmené au sommet. Et voilà qu'il les plante pour rejoindre Ferrari. Les fans de Benetton, ils l'ont vu comme une pure trahison et l'opinion publique a considéré Schumacher comme un enfant ingrat. Mais bon, avec le recul, on sait que c'était probablement la meilleure décision de sa carrière. Et ensuite, son premier départ de Ferrari en 2006, après ses 5 titres d'affilée, il laisse la Scuderia orpheline pour prendre sa retraite. Alors oui, tout le monde savait que c'était la fin d'une ère, mais faut avouer que ça a été un crève-cœur pour les tifosi. Et quand
il décide de revenir en 2010, mais cette fois chez Mercedes. Là, en fait, c'était limite pire pour eux. Les fans de Ferrari, ils l'ont vu comme une nouvelle trahison, et ceux de Mercedes, ils étaient même pas sûrs de le vouloir dans leur rang. Résultat, 3 saisons où il a jamais retrouvé son ancien niveau. Et c'est dommage, parce que, encore une fois, il a fait un pari, mais cette fois, il était pas sur la bonne case. Et Hamilton, lui aussi, il a eu son moment what the fuck avec McLaren. McLaren, c'était justement l'équipe qui l'a formé, qui a investi en lui depuis ses 13 ans. Et en 2012, il claque la porte pour rejoindre qui? Mercedes. À l'époque, c'était juste une écurie moyenne et tout le monde a crié à la folie. Les fans de McLaren, ils ont voulu le crucifier. On t'a donné une chance et tu nous abandonnes. Et ça, même dans le paddock, beaucoup pensaient qu'il venait de ruiner sa carrière. Mais spoiler, non. Parce qu'au final, Mercedes, c'est devenu sa maison jusque cette année où, tout comme Schumacher, il a décidé de rejoindre les rouges. Et d'ailleurs, les réactions des fans ont été juste exquis sur les réseaux, avec des commentaires du genre « Je sais pas comment je vais faire pour aimer Lewis et détester Ferrari en même temps ». Je vous jure que ce commentaire, je l'ai eu sur une de mes publications. Mais ce qui est surtout dingue avec ces deux-là, c'est que même quand ils ont fait ce genre de choix douteux, ils ont fini par prouver que c'était les bons. C'est sûr que ça fait mal sur le moment, mais au final, ils ont écrit leur légende grâce à ces décisions. Parfois, il faut savoir briser des cœurs, et ça, ils l'ont bien compris. Ils ont tous les deux été dans ces moments des aimants à critique, mais ce qui est fou, c'est que ça n'a jamais entaché leur statut de légende. Au contraire, ça les a rendus encore plus fascinants. Parce que soyons honnêtes, c'est pas marrant de suivre un champion parfait. Et franchement, vous tous là, qui n'aime pas un bon vieux drama en F1? Même si on souhaite jamais quelque chose de tragique, forcément, on est content quand ça chahute un peu. Parce qu'au fond, râler pour du sport, on sait que ça fait partie du jeu. Et maintenant que t'as vu leur côté obscur, tu comprends sûrement mieux pourquoi leur nom déclenche des débats enflammés à chaque fois. Mais attends, on n'a pas fini. Parce que être une légende, c'est pas seulement gagner ou se mettre tout le monde à dos. C'est aussi ce que tu vas laisser derrière toi. Et là, Hamilton et Schumacher, ils ont marqué bien au-delà des circuits. Donc maintenant, on passe à ce qui les place un cran au-dessus des autres, leur impact hors de la piste. Parce que si tu veux être une légende, faut marquer l'histoire et pas juste les classements. Faut devenir plus grand que ton sport. Et on va commencer par Schumacher. C'est l'incarnation du travail acharné et de la loyauté, enfin... Quand il est dans l'écurie, il n'a pas seulement construit Ferrari, il faisait presque partie des murs à Maranello. Ses fans, les tifosi, des vrais, ils sont prêts à peindre leur maison en rouge juste pour lui. Mais ce qui est beau avec Schumacher, c'est que derrière l'image du stratège impitoyable, il y avait un mec avec un cœur énorme. Est-ce que tu savais qu'il avait par exemple donné 10 millions de dollars aux victimes du tsunami en 2004? Oui. 10 millions. Michael Schumacher était quelqu'un de discret sur ses actions caritatives, mais il a toujours été présent pour une cause quand ça comptait pour lui. Et puis aussi, il a eu son rôle de mentor chez Mercedes. Ok, son retour en 2010, ça n'a pas été une réussite en termes de résultats. Mais est-ce que tu as vu l'équipe qu'il a laissée derrière lui? Mercedes, ils sont devenus une dynastie. Et d'ailleurs, Lewis Hamilton a pris la relève. Donc même en dehors de la piste, il a influencé l'histoire de la F1. Forcément, son tragique accident, il l'aide également à faire de sa légende une page de l'histoire. Et ça aussi, malheureux que ce soit. Pour beaucoup, c'est un déchirement et je pense honnêtement que personne n'est resté insensible à ce qui lui est arrivé, que tu sois fan de F1 ou pas. Et pour Lewis, on passe à une autre dimension. Hamilton, c'est pas juste un pilote, c'est une marque, une icône. Il a brisé les barrières en devenant le premier pilote noir en F1 et il utilise cette plateforme pour parler de diversité, de justice sociale et même de changement climatique. D'ailleurs, sur ce point, si t'en as jamais entendu parler, tu peux regarder Mission 44 sur Google, tu verras, c'est plutôt intéressant. Il a également investi énormément dans l'éducation pour les jeunes défavorisés. Et c'est là que tu vois qu'il a cette envie de laisser son héritage bien au-delà des circuits. Mais c'est pas tout, il a aussi transformé l'image de la F1 en interne. Avant, la F1 c'était juste des gars en combi qui signaient des autographes et qui retournaient au paddock. Avec Hamilton, t'as la F1 qui débarque sur Insta, qui collabore avec des marques de luxe et qui tape dans la pop culture. Certains, ils vont forcément dire que c'est trop showbiz. Après, bon bah moi je suis dans ce milieu-là, donc je vais juste dire que c'est brillant. Il a amené un nouveau public à ce sport et ça, bah, c'est pas donné à tout le monde. Et en fait, ça révèle un problème, celui des sports de niche. Oui, parce que la F1 est un sport de niche. C'est que ceux qui le suivent veulent plus de visibilité, mais refusent que des nouvelles personnes arrivent dans leur sport et de les voir comme leurs égaux. Aujourd'hui, la F1, elle est ce qu'elle est grâce à tout ça, que ce soit Netflix, les réseaux,
show et même l'image qu'ils apportent un petit peu partout. Et c'est pas mieux ou pire qu'avant, c'est juste différent. Et tant que personne ne gêne l'autre dans sa vision de ce sport, bah en fait ça empêche personne de cohabiter ensemble. Et c'est d'ailleurs ce que je m'évertue à essayer de dire ici. Parce que certains, ils font des remarques en insultant tout le monde parce qu'on n'a pas le même avis ou qu'on n'a pas la même culture. Et mais les gars, restez dans la bienveillance et personne ne vous empêchera de vivre votre sport de la manière que vous voulez. Et ça, encore une fois, je trouve ça logique. Mais bon, pas tout le monde manifestement. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Deux styles différents, ça c'est sûr, mais un impact énorme. Peu importe ton avis sur eux en tant que pilote, tu peux pas nier qu'ils ont fait avancer le sport et pas uniquement sur la piste. Bon voilà, on a tout vu, leur début, leur moment de gloire, leur clash, leur choix risqués et même leur impact au-delà des circuits. Mais maintenant c'est l'heure de vérité. Oui, c'est le moment de jouer les profs et de distribuer les points parce que bon, faut quand même qu'on déclare un vainqueur. Même si au final, soyons honnêtes, le vrai gagnant, c'est toi. Parce que t'as regardé cette vidéo, t'as passé un bon moment et si en plus tu décides de t'abonner, et bah du coup on sera deux gagnants et ça c'est vachement mieux. En vrai ça c'est la partie où justement je veux ton avis subjectif mais surtout dans la bienveillance. Sinon bon bah tu seras banni parce que j'aime pas les commentaires négatifs tout simplement. Comment j'ai fait pour calculer? Simple, 10 points pour le premier, 8 points pour le second. Et donc ça va aller vite. Première catégorie, impact sur la F1. Là faut être honnête, Hamilton il a amené un nouveau public à la F1, il a modernisé l'image du sport et il est devenu une figure mondiale. Schumacher lui, il a surtout marqué Ferrari et les équipes qu'il a transformées en machines de guerre. Mais le fait qu'Hamilton ait eu la possibilité, grâce, faut l'avouer, les nouvelles technologies, pour moi, je lui mets le point parce que son impact, mine de rien, il a été plus grand. Deuxième catégorie, record et domination. Schumacher, il enchaîne 5 titres d'affilée, 48 victoires en 5 ans chez Ferrari. Une dinguerie. Et pour le coup, il reste encore aujourd'hui celui qu'on citera si tu parles de Formule 1 et de domination. Hamilton, lui, il a battu presque tous les records aussi, mais on peut pas nier que l'ère Mercedes a parfois manqué un petit peu de suspense et de croustillant. Encore une fois, c'est que mon avis, n'oublie pas, et le mieux c'est que tu le dises aussi en commentaire. Donc pour moi, Schumacher prend les points là. Troisième catégorie, les clashs et les controverses. Alors là, c'est serré. Schumacher, c'est l'as des manœuvres borderline. Adélaïde, Jerez, Monaco, tu connais. Hamilton, lui, Spygate, ses clashs avec Alonso et le fameux Silverstone avec Verstappen. Mais faut avouer qu'Hamilton, il a cette capacité à transformer les polémiques en boost pour son image. Donc au final, le petit filou Schumacher, grâce sûrement à l'héritage de Flavio Briatore, il va moins bien se sortir sur ce point. Quatrième catégorie, les bonnes actions et héritage. Hamilton, c'est Mission 44, la diversité, l'environnement, il s'est transformé en figure mondiale. Schumacher, lui, c'était le philanthrope discret mais puissant avec ses dons incroyables. Mais il faut reconnaître que Hamilton a mis la barre très haut, grâce encore une fois à la puissance des outils qu'on peut avoir aujourd'hui, donc l'avantage pour lui. Cinquième catégorie, style de pilotage. Bon là, faut rendre à César ce qui est à César, Schumacher c'est un peu le pilote gladiateur, celui qui t'écrase par sa stratégie et son agressivité. Hamilton c'est plutôt la précision, la régularité et un génie sous la pluie. Mais pour le côté gladiateur pur, c'est Schumacher qui prend l'avantage. Et là c'est vrai que c'est mon kiff de revoir cette époque et sa façon de piloter. Quand j'ai dû faire les recherches pour la vidéo, forcément, ça fait un petit coup. Dernière catégorie, la relation avec les fans. Hamilton, c'est les réseaux sociaux, la pop culture et les millions de followers qu'il voit comme une icône. Schumacher, déjà ça n'existait pas à son époque, mais il était plus réservé, plus old school. Il n'y a aucun problème à dire que les deux sont respectés, mais Hamilton il a su toucher une audience plus large, encore une fois. Mais en même temps, il faut se poser la question que est-ce que Schumacher aurait fait pareil avec Instagram aujourd'hui? Avec son caractère, je suis pas sûr. Et donc si on fait le total, Schumacher 52 points, Hamilton 56. C'était plutôt pas mal serré. Mais au final, pour moi, Hamilton gagne ce duel contre Schumacher. Mais attention, c'est pas une question, encore une fois, de meilleur pilote, parce que ces deux-là, c'est des légendes, quoi qu'il arrive. Et puis cette vidéo, c'était surtout le moyen de revenir sur le parcours de ces deux personnages de la F1, et j'ai pris énormément de plaisir à vous l'exposer. Ce qu'on peut dire, c'est que ce classement, il est pas gravé dans le marbre, c'est juste mon point de vue, et maintenant, je veux le vôtre. Alors dites-moi, selon vous, que ce soit avec mes arguments ou d'autres, qui est le GOAT entre ces deux-là? Et pourquoi? Est-ce que Hamilton mérite ce titre ou alors est-ce que Schumacher pour vous reste intouchable? Et allez en commentaire, c'est votre moment. Moi je me prépare un petit thé en attendant le débat parce qu'à mon avis ça va être chaud. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre aussi sur Twitch si vous voulez qu'on passe des moments fun au travers de certains jeux sur le monde de la voiture et d'autres aussi. Et puis voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.